Après avoir vu la lésion glomérulaire minime et la hyalinose segmentaire et focale, le sujet de notre cours actuel est la glomérulonéphrite extramembraneuse qui représente en association avec la hyalinose segmentaire et focale les deux étiologies les plus fréquentes des syndromes néphrotiques de l'adulte en dehors du diabète. L'objectif de notre cours est de savoir diagnostiquer la glomérulonéphrite extramembraneuse, d'analyser les manifestations devant faire évoquer la maladie, d'argumenter les procédures diagnostiques et de discuter le diagnostic étiologique en tenant compte de l'épidémiologie. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une définition histologique, on va voir l'épidémiologie, le mécanisme physiopathologique, la présentation anatomopathologique et clinique, les étiologies des formes secondaires, l'évolution et les pronostics, et le traitement avant de conclure. La glomérulonéphrite extramembraneuse est une néphropathie glomérulaire non proliférative. Elle est définie par la présence de dépôts granuleux de complexes immuns faits d'immunoglobulines et de compléments sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire, responsable d'un épaississement de la membrane. Elle représente la principale cause du syndrome néphrotique de l'adulte. La forme primitive de cette néphropathie, caractérisée par la présence d'auto-anticorps, est la forme la plus fréquente, retrouvée dans 80% des cas. Les formes secondaires sont retrouvées dans 20% des cas, large panel d'étiologie. La glomérulonéphrite extramembraneuse primitive est rare chez l'enfant et il faut toujours rechercher une cause sous-jacente. Un pic de fréquence est classiquement décrit entre 30 et 50 ans, en moyenne à l'âge de 40 ans. Après 60 ans, les causes tumorales sont les plus fréquentes, essentiellement les néos du sein, du poumon, de la prostate, du côlon, de l'estomac et du pancréas. La glomérulonéphrite extramembraneuse touche préférentiellement les hommes avec un sexe ratio de 2:1. La glomérulonéphrite extramembraneuse est considérée comme une glomérulonéphrite auto-immune. Elle est secondaire à la formation in situ, au niveau de la base des pédicelles, au contact de la membrane basale glomérulaire, de dépôts de complexes immuns, composés d'immunoglobulines G, principalement des immunoglobulines G4, et d'antigènes, avec formation du complexe d'attaque membranaire C5b9, entraînant un remaniement avec épaississement de la membrane basale glomérulaire. La nature des antigènes ciblés par les dépôts d'immunoglobulines a été longtemps méconnue. Le premier modèle animal de la glomérulonéphrite extramembraneuse a été réalisé par un chercheur qui s'appelle Heyman et a été nommé néphrite de Heyman. Dans ce modèle, les rats immunisés avec une préparation des cellules du tube cantionné proximal qui sont bordées par la bordure en brosse développent une glomérulonéphrite extramembraneuse similaire à la maladie humaine. L'antigène responsable de ce modèle a été la mégaline, qui était une protéine transmembranaire située à la base des pédicelles et dans la bordure en brosse des cellules épithéliales du tube contourné proximal chez le rat. Mais cette protéine n'existe pas au niveau du glomérule humain et n'est donc pas l'antigène cible de la glomérulonéphrite extramembraneuse humaine. Le premier antigène cible identifié chez l'homme a été l'antopeptidase neutre grâce à un cas de glomérulonéphrite extramembraneuse néonatale identifié chez un nouveau-né d'une patiente qui présentait un déficit constitutionnel en endopeptidase neutre, contrairement à son enfant, et qui, suite à des grossesses antérieures, la mère a développé des anticorps dirigés contre l'endopeptidase neutre de l'enfant, avec apparition d'une glomérulonéphrite extramembraneuse à la naissance, mais de façon transitoire, avec disparition progressive de ces anticorps. Ce cas a permis de confirmer que le podocyte représente le réservoir des cibles antigéniques pour la formation des dépôts extramembraneux. Mais cette forme de glomérulonéphrite extramembraneuse est très rare. Actuellement, les antigènes qui sont liés à la glomérulonéphrite extramembraneuse primitive sont essentiellement le récepteur de la phospholipase A2 de type M, retrouvé dans 80% des glomérulonéphrite extramembraneuses primitives, et la thrombospondine, retrouvée dans 10% des formes primitives. L'activation par les complexes immuns des facteurs du complément avec formation du complexe d'attaque membranaire C5b9
aboutit à la mort des podocytes et à l'agression de la membrane basale glomérulaire avec apparition de la protéinurie. On voit sur cette image les trois types physiopathologiques de la glomérulite extramembraneuse. Le modèle expérimental chez le rat, appelé néphrite de Heymann, où l'antigène cible est la mégaline, la glomérulite extramembraneuse primitive, anciennement appelée idiopathique, où l'antigène cible est le récepteur de la phospholipase A2, et enfin, la glomérulite extramembraneuse allo-immune, où l'antigène cible est l'endopeptidase neutre. Sur le plan anatomopathologique, la glomérulite extramembraneuse est une néphropathie non proliférative, diffuse, c'est-à-dire qu'elle touche tous les glomérules en microscopie optique. Elle est définie par son aspect en immunofluorescence, par la présence de dépôts granuleux exclusivement extramembraneux d'immunoglobuline G, le plus souvent associés à des dépôts de C3. On voit sur cette photo l'aspect en immunofluorescence des dépôts d'immunoglobuline avec un caractère fluorescent granuleux le long de la paroi capillaire glomérulaire. Un système de classification en 4 stades a été développé en fonction de la localisation et de l'aspect des dépôts sur la membrane basale glomérulaire. Dans le stade 1, les glomérules apparaissent normaux ou avec une paroi légèrement épaissie du fait de la faible intensité des dépôts. Dans le stade 2, on a un aspect hérissé du versant externe de la membrane basale glomérulaire car celle-ci émet des expansions pour couvrir les dépôts. Dans le stade 3, les dépôts deviennent intramembraneux. Dans le stade 4, la membrane basale glomérulaire est très épaissie et remaniée. Ces 4 stades sont mieux illustrés sur ce schéma. Le stade 1 où les dépôts sont faibles, sous-épithéliaux. Le stade 2 où ils sont plus intenses avec la membrane basale glomérulaire qui est schématisée en gris, qui émet des expansions pour essayer d'entourer les dépôts. Le stade 3 où les dépôts sont entourés par l'expansion de la membrane basale glomérulaire et donc deviennent intramembraneux. Et le stade 4 où la membrane basale glomérulaire est très épaissie, irrégulière, avec disparition des dépôts. Voici comment apparaît en réalité un glomérule présentant une glomérulite extramembraneuse en microscopie optique en coloration argentique qui ne colore pas les dépôts mais plutôt la membrane basale glomérulaire avec de petits pointillés noirâtres sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire en rapport avec ses expansions appelées spicules ou spikes en anglais. En microscopie électronique, on voit de gros dépôts denses situés sous les podocytes sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire. Sur le plan clinique, la protéinurie représente le signe révélateur majeur de la glomérulite extramembraneuse. Elle est le plus souvent d'ordre néphrotique dans 70% des cas et le syndrome néphrotique peut être massif. Mais parfois, la protéinurie est non néphrotique et asymptomatique. Une hématurie microscopique est fréquente et l'hypertension artérielle peut être retrouvée dans 10 à 20% des cas. La glomérulite extramembraneuse est fréquemment associée à des complications liées à la sévérité du syndrome néphrotique, essentiellement les complications thromboemboliques, notamment des veines rénales, et à une dyslipidémie sévère avec un caractère très agressif, augmentant les complications cardiovasculaires des patients. La glomérulite extramembraneuse est secondaire dans 20% des cas, mais la présentation clinique et histologique des formes primitives et secondaires sont similaires, et donc un bilan étiologique doit être systématiquement réalisé pour rechercher une cause curable. La présence d'anticorps antiphospholipases, antirécepteurs de la phospholipase A2 circulant, et ou la présence d'immunoglobine G4 à l'immunofluorescence de la biopsie rénale suggère fortement une glomérulite extramembraneuse primitive. Le bilan étiologique doit comporter également le dosage du complément, les anticorps antinucléaires, la recherche de facteurs rhumatoïdes, les sérologies de l'hépatite virale B et C, les anticorps antithyroïdiens, la sérologie de la syphilis. En fonction de l'âge, surtout chez le sujet âgé de plus de 60 ans, il faut rechercher un néo du côlon, faire une mammographie, doser l'antigène spécifique de la prostate et réaliser une radiographie thoracique, voire d'emblée une TDM thoracique chez le patient qui est tabagique. Voici une liste exhaustive des causes des glomérulite extramembraneuses secondaires.
On retrouve des maladies auto-immunes telles que le lupus, les infections virales et la syphilis secondaire, la prise de certains médicaments tels que le captopril qui est un antihypertenseur, les néoplasies et la drépanocytose. L'évolution de la glomérulonephritite extramembraneuse peut être extrêmement variable et imprévisible. Mais ce qui caractérise cette néphropathie, c'est le taux élevé de rémission spontanée de l'ordre de 30%. Dans un tiers des cas, les patients vont garder une protéinurie faible à modérée, sans altération de la fonction rénale, et le tiers restant va évoluer progressivement vers l'insuffisance rénale chronique terminale en l'espace de 5 à 15 ans. Les facteurs de mauvais pronostic sont le sexe masculin, l'âge avancé, la présence d'un syndrome néphrotique, la présence d'une insuffisance rénale, la présence de lésions tubulo-interstitielles chroniques, la présence d'une myélynose segmentaire et focale secondaire surajoutée. L'objectif du traitement est d'obtenir la rémission et de prévenir le déclin de la fonction rénale et des complications du syndrome néphrotique. Pour cela, plusieurs moyens thérapeutiques sont disponibles. Un traitement symptomatique non spécifique visant à contrôler l'hypertension artérielle, à traiter l'œdème et à traiter l'hyperlipidémie et à prévenir le risque thromboembolique. Un traitement étiologique de la glomérulonephritite extramembraneuse secondaire et un traitement immunosuppresseur de la glomérulonephritite extramembraneuse primitive à base de cyclophosphamide, des anticalcinurines ou des anticorps anti-CD20. En raison du taux élevé de rémission spontanée, le traitement de première intention repose sur le traitement antiprotéinurique par bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone à la dose maximale efficace avec comme cible thérapeutique une tension artérielle inférieure à 130-80 mm de mercure, un traitement diurétique avec restriction sodée pour les œdèmes, un traitement hypolipémiant par les statines, une anticoagulation prophylactique efficace en cas d'hypoalbuminémie inférieure à 25 g par litre avec facteur de risque de thrombose ou d'hypoalbuminémie inférieure à 20 g par litre. Les patients asymptomatiques avec une protéinurie de moins de 3,5 g par 24 heures sont traités uniquement par ce traitement symptomatique. En présence d'une protéinurie supérieure à 3,5 g par 24 heures, le traitement spécifique ne doit être introduit qu'au bout de 6 mois de traitement symptomatique et en l'absence de rémission spontanée pendant cette période, sauf en cas de protéinurie fortement positive, associée ou non à une altération de la fonction rénale, où le traitement symptomatique doit être entrepris plus rapidement au bout de 3 mois. Dans le cas de la glomérulonephritite extramembraneuse primitive, on dispose de plusieurs moyens thérapeutiques. Les corticoïdes seuls sont totalement inefficaces, même à forte dose. L'association corticoïdes et agents alkylants instaurée par l'équipe de Ponticelli représente le traitement de référence, mais reste peu prescrit du fait de ses nombreux effets secondaires. La cyclosporine représente une bonne alternative thérapeutique sous réserve d'une surveillance régulière des taux résiduels sanguins du traitement pour prévenir sa néphrotoxicité. Le rituximab est de plus en plus utilisé comme traitement de première ligne ou en alternative aux formes résistantes aux autres traitements. L'ACTH représente également un traitement prometteur en cours d'essai. Le traitement des formes secondaires repose sur le traitement de la cause. Ce schéma résume la prise en charge thérapeutique de la glomérulonephritite extramembraneuse. Devant toute glomérulonephritite extramembraneuse, il faut faire un bilan étiologique systématique et instaurer un traitement néphroprotecteur pendant 3 à 6 mois selon la sévérité du tableau clinique. Et on a 3 cas de figure, soit une rémission spontanée avec protéinurie inférieure à 0,5 g par 24 heures et une fonction rénale normale, soit la persistance d'une protéinurie non néphrotique qui sera uniquement traitée par un traitement néphroprotecteur, soit la persistance d'une protéinurie néphrotique avec ou sans altération de la fonction rénale, nécessitant l'introduction d'un traitement spécifique immunosuppresseur. Pour conclure, on reprend les principaux points caractérisant la glomérulonephritite extramembraneuse. Il s'agit d'une glomérulopathie chronique fréquente, dotée d'un taux élevé de rémission spontanée et qui repose en premier lieu sur un traitement néphroprotecteur en réservant le traitement spécifique immunosuppresseur aux formes à haut risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale, sans oublier que le traitement des formes secondaires repose sur le traitement curatif de la cause.
et je vous remercie.